Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette émission que vous connaissez désormais très bien, le Talk, qui a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui une grande personnalité du monde de la culture. Et donc, cela veut dire que nous allons parler de l'importance du rôle de la culture dans le développement des pays africains. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, nous sommes en compagnie du professeur Antoine Manda Tchebois. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes très honorés. Vous êtes PhD dans quel secteur? Écoutez, je sors d'une chaire UNESCO qui s'occupait du droit international relatif aux droits de l'homme, fondée sur une interdisciplinarité. Et c'est pour ça qu'il m'est très difficile parfois de me définir par rapport à... Je travaille principalement dans l'anthropologie ou les anthropologies culturelles, sociales, politiques, etc. Je travaille aussi dans le domaine des droits de l'homme. Je travaille aussi dans le domaine de la culture, principalement musique et aussi les arts de la scène. C'est à ce titre que j'ai été directeur artistique du Massa à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle africain. Maintenant, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Voilà, le sigle est resté le même. Vous avez contribué à initier justement cette grande manifestation. Écoutez, ça a été créé par les ministres, nos ministres de la culture de l'espace francophone. Nous, on n'était qu'experts. Parmi tant d'autres qui avions participé aux premières réflexions qui avaient donné naissance à ce grand marché en 1989 à Liège. Et après, il a fallu passer maintenant à l'étape suivante qui était la mise en œuvre. La première option était Kinshasa à 91, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait des problèmes politiques à Kinshasa, des pillages, etc. En 92, on voulait reprendre la même implantation. Là non plus, ça n'a pas marché. Et après, ça c'est... Là, c'était au Togo. Au Togo, en 92 déjà. Et nous sommes arrivés au Togo. Et là-bas aussi, dans cette vague de dépression révolutionnaire et le vent de la démocratie, il y avait des problèmes. Les conférences nationales. Oui, les conférences nationales. Et puis, on a atterri à Abidjan en 93. Et tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Première édition jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le Massa est bien positionné aujourd'hui. OK, on aura l'occasion de parler du Massa. Vous avez aussi travaillé sur le Festival des musiques du Congo. Oui, c'était un grand prix qui est en fait l'ancêtre des Kora aujourd'hui et toutes les autres manifestations du même genre. Alors nous, on s'appelait Ngomu Africa. Et en 93, déjà, on avait... C'était lequel de Congo? RDC. RDC, oui. Et 2 ans après, le FESPAM est né sur l'autre rive, à Brazzaville. Et donc, on a cheminé comme ça parallèlement. Et puis, moi, je suis un homme de médias. Donc, sur votre confrère, j'ai travaillé à la télévision. J'ai plus de 40 ans de radio-télévision et... c'est dans ce contexte, justement, en tant que responsable de production des émissions culturelles, on a essayé un petit peu de toucher à tout ça, et voilà. OK, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Oui, vous êtes le directeur général du CICIBA, voilà, le Centre international des civilisations bantoues. Voilà, je suis le directeur général en poste, mais avant moi, il y a eu bien d'autres. Et d'ailleurs, je retiens que dans le passé... j'ai peut-être l'honneur de succéder à une très grande figure du monde scientifique qui est le professeur Théophile Obenga, qui était aussi d'abord directeur de la recherche du CICIBA et puis directeur général du CICIBA. Il y en a eu d'autres. Donc, il y a eu Valentin Kukanda d'Angola, mais c'est une gestion qui se fait à tour de rôle. Alors, professeur, on va parler du rôle de la culture dans le développement de nos pays, des pays africains. On va commencer par le commencement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la culture, c'est tellement vaste, des fois, ça donne quelque chose de brumeux. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la culture et son rôle dans une communauté? Moi j'entends souvent une définition du genre. La culture, c'est ce qu'on retient après avoir tout oublié. Tout perdu. Non, mais moi, je suis contre une telle définition. Ce qu'on a oublié, ce qu'on a perdu est un résidu de culture. Ce n'est pas de la culture absolue, la culture globale. Moi, je pense que la culture, c'est ce qui nous fonde, ce qui fonde l'être. L'être dans son rapport à la société, à l'autre, à travers un certain nombre de référents que nous décidons d'avoir en commun et qui participent à notre identification.
à la fois une identification personnelle, l'identification de notre société, l'identification de notre être dans le rapport justement que nous entretenons avec les autres. Et je pense que dans ces référents, on peut retrouver plusieurs ordres. Il y a des référents d'ordre psychologique, d'ordre intellectuel, des référents d'ordre usuel, des habitudes, Habitudes alimentaires, olfactives, tout ce que l'homme touche et tout ce qui touche l'homme, et les manières que l'homme lui-même élabore pour aborder toutes ces questions. C'est tout un spectre de référents, et c'est l'ensemble de tout ça qui fait une culture, mais alors dans un continuum. Donc la culture, ce n'est pas une notion figée. On ne peut pas la définir comme celle-là. D'ailleurs, nous-mêmes, la culture, nous l'avons toujours en héritage. C'est-à-dire, moi qui existe aujourd'hui, si je me comporte de la manière dont je le fais, c'est parce que j'ai hérité quelque part une partie de ces référents. Des parents, de la communauté, etc. Donc, c'est un peu de cette façon qu'on pourrait voir cette notion, mais ça reste quand même... moi, ce que je pense, c'est une définition tout à fait théorique. Nous vivons la culture de manière plus pragmatique à travers la langue. La langue, je pense que c'est le support qui porte mieux l'ensemble de toute la culture, parce que c'est elle, d'ailleurs, qui nous permet de la définir, comme nous le faisons en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Mais est-ce que, des fois, s'intéresser au problème de la culture, à ce qui fait une communauté, est-ce que ça ne pose pas des problèmes identitaires? Oui, ça peut poser des problèmes identitaires si, dans la gestion courante de cette culture, quand je dis gestion, c'était la gestion institutionnalisée, à partir du moment que on assiste à une intrusion de la norme. Toute norme est toujours quelque part une dictature. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention de la manière dont le politique, par exemple, cherche à imposer cette culture à l'échelle de la nation. C'est en ce moment-là que on pourrait peut-être assister à certaines dérives. On a entendu parler de révolution culturelle quelque part. Bon, chacun peut avoir une opinion là-dessus, mais on sait en même temps que ça entraînait des morts d'hommes. Des millions d'hommes sont morts au nom de certaines idées qui pouvaient peut-être être à l'origine positives, mais qui ont fini par déborder dans le sens négatif. Et puis, à un moment donné, on assiste à peut-être à des dérives qui, finalement, ne nous ont pas conduits au résultat escompté. Alors, vous êtes de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est une question qui me vient là, maintenant, et j'ai envie de savoir votre sentiment sur cette révolution culturelle qui a eu lieu du temps de Mobutu, lorsqu'on parlait de Zaïre, des trois Zaïres, la monnaie, le fleuve et le pays, et toute cette... les vêtements, et tout un comportement qu'il fallait avoir. Justement, nous tombons dans le cas de la norme dont je parlais tout à l'heure. Enfin, d'un côté, voici quelqu'un qui, je pense de façon tout à fait honnête, on peut le lui concéder, a eu l'ingénieuse idée d'amener tout son peuple dans un mouvement qu'il appelait lui-même recours à l'authenticité, pas retour. Ouais. Parce qu'un retour, ça voudrait dire rentrer de manière aveugle, mais là, c'était un retour sélectif. Bon, l'idée en soi n'était pas mal, mais je sais que ça se positionnait par rapport à un certain nombre de courants de pensée de l'époque. On savait que Senghor, par exemple, déjà, lui, avec le trio de la négritude, avait commencé aussi une réflexion, quelque chose dans ce sens-là. Avec la suppression des prénoms. Oui, autour de la négritude. Alors lui arrive, il voulait aussi, c'était une manière de marquer son temps, où il a pensé peut-être ramener sa population vers un certain passé, afin de se ressourcer en vue de rebondir pour conquérir un nouveau futur. Moi, je pense que sur ce plan, au niveau de la théorie, les choses se sont plutôt bien passées. Mais par contre, c'est dans la pratique où il y a eu quand même des excès. Et il a parlé d'authenticité. Oui, l'authenticité. Justement, c'est dans le cadre du recours à l'authenticité. L'authenticité est, en quelque sorte, pour lui, c'était une façon de se redéfinir par rapport aux valeurs du terroir qui était le Zaïre à l'époque, parce qu'il avait pensé qu'on était très inféodé à l'époque
aux valeurs occidentales et qu'il n'y avait pas de raison qu'un pays comme le Zaïre, son Zaïre de l'époque, qui avait subi déjà tous les effets de la colonisation, déjà avant la colonisation, il y a eu la prédation de Berlin 85. Ensuite, il y a eu la colonisation belge qui est intervenue en 1908. Mais avant ça, il y a eu cette appropriation du Congo par le roi Léopold II, etc. Bon, il avait estimé que c'était trop d'injustice et que cette colonisation nous a apporté des choses qui ont fini par, si vous voulez, annihiler un petit peu l'identité du Congolais qui était diluée dans un certain nombre de valeurs d'importation. Donc, en tant que patriote, citoyen de son pays, il estimait qu'il était de son devoir de ramener son peuple vers la source ancestrale. Okay, on a changé des noms. Oui. On a changé de nom. Des noms de personnes, des noms de lieux. Des noms des lieux, etc. Mais à la limite, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Parce qu'un nom, ça nous permet tout juste de nous identifier, mais au contraire, ça posait beaucoup plus de problèmes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vécu deux époques. Des gens comme nous qui avions étudié à l'époque coloniale avec des pièces scolaires ou des pièces d'identité avec des prénoms, et quand vous continuez vos études plus tard et que vous avez d'autres diplômes par la suite, et d'ailleurs il y en a qui en ont profité pour changer carrément de nom, et effacer les noms anciens, et on se retrouve avec des gens qui avaient des doublons dans les noms. Au niveau administratif, ça a été très compliqué. Ça posait beaucoup de problèmes. Mais dans le fond, est-ce que la culture n'a pas joué un rôle, si on continue de reculer, au moment de la pénétration des explorateurs, oui, effectivement. des colons et tout ça? Est-ce que la culture n'a pas joué un rôle de frein, justement? Oui, tout à fait. D'ailleurs, justement, quand on revient, on fait un cliché sur cette période. Je prends ici l'exemple de la colonisation elle-même et puis la traite transatlantique. Vous avez 3 personnes sur un bateau qui vont amener des cargaisons d'hommes au-delà des mers. Et sur ce bateau, vous avez un qui s'occupe de la navigation et de l'administration en même temps. Ce sont tous ces navigateurs portugais, espagnols, danois, hollandais, etc. Et puis vous avez un qui tient le fusil entre ses mains, c'est le soldat. Et lui, il est chargé de la conquête. C'est lui qui doit investir et déposséder les nouvelles terres qu'ils vont avoir de l'autre côté. Et puis vous avez l'homme en soutane. C'est le prêtre, c'est le missionnaire qui lui doit gérer la colonisation de l'esprit des nouvelles terres qu'on va conquérir. Alors, sous la colonisation, on a eu le même triumvirat, à peu près. Hein, l'administration coloniale, il y a la police, l'armée, et puis il y a l'Église. Et donc, c'est l'Église, à travers ses écoles, à travers la christianisation aussi, dans une certaine mesure, qui s'est occupée de cet aspect de la colonisation de l'esprit. Effacer une bonne partie de nos croyances et de nos valeurs pour les remplacer par celles que l'Occident voulait bien nous donner au titre de, si vous voulez, de la civilisation. Et de cette façon, il était plus facile, justement, d'entrer, de pénétrer. Mais justement, il était, quand on pénètre dans ce domaine qui est très sensible, qui est le domaine de la personnalité, le domaine de l'imaginaire, et moi, je crois qu'une fois qu'on a pris possession de l'imaginaire de l'autre, on l'a vaincu. Donc, on est d'accord avec Jomo Kenyatta qui disait que les Blancs sont arrivés, ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier, et quand on les a ouverts, c'est-à-dire quand on a fini par accéder à une autre religion, eh bien, eux, les Blancs, étaient en possession des terres. Très, très bien. Et puis ça nous ramène aussi à une autre image. Vous savez, le Blanc, quand il arrive dans les îles, au cours de la traite négrière, de l'esclavage, quand il arrive sur l'île, il trouve que l'île est occupée par des gens qui ont leur terre. Et quand lui arrive, il a en main une Bible. Mais au bout de la colonisation, c'est l'ancien propriétaire de la terre qui se retrouve avec la Bible en main, et lui, le nouvel occupant, a repris sa terre, la terre de l'autre occupant. Ouais. Vous voyez un peu ce drôle d'échange qui a pu s'élaborer à cette époque. C'est dire que, quelque part, je pense que la rencontre entre nous et les autres a été triviale. Ça n'était pas une rencontre cordiale. Donc il a fallu
dans ce rapport de force qui était assez tiraillé, que l'un et l'autre puissent fournir l'effort qu'il fallait pour conquérir l'autre. Et c'est là-dedans que nous avons gagné nos premiers héros. Ouais. Et c'est là-dedans que nous avons perdu des martyrs très importants qui ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient justement s'opposer à cette conquête de l'imaginaire. Et aussi la conquête de nos espaces sociaux, la conquête de nos cultures, qu'on voulait absolument annihiler. Et des noms, on en connaît, Patrice Lumumba, pour ne parler que de lui, on a eu... Nous avons ici une salle qui porte son nom. Ah, ben voilà, justement. Ici au complexe Nelson Mandela, qui abrite voilà. La belle radio et télévision. Et voilà, des gens comme Nelson Mandela, etc. Donc, ces gens-là, nous ne les oublierons jamais. OK. Voilà. Alors, il se trouve que finalement, la colonisation a pu s'installer. Et puis après, on a eu les indépendances. Aujourd'hui, on se retrouve avec des pays africains du point de vue culturel. À quel niveau? Ben, nous sommes dans moi, ce que je peux appeler une civilisation syncrétique. Qu'on le veuille ou non, l'ancien colon a réussi quand même son coup quelque part. C'est à son école que nous avons fait tous nos armes. Sur ce plateau même, notre schème mental, il est un peu emprunté à celui de l'autre parce que nous nous exprimons dans sa langue et donc quelque part nous charrions aussi une partie de ses visions du monde. Donc on se retrouve, je disais, dans une civilisation syncrétique, mais on ne peut pas non plus passer tout notre temps pleurnicher. Il nous revient à nous de savoir maintenant trier le bon et le mal dans tout ce qu'on reçoit comme valeur, parce que maintenant nous n'avons plus les mains liées, on n'a plus nos pieds liés, nous n'avons plus l'esprit lié non plus. Rien ne nous empêche de nous penser nous-mêmes en fonction de ce que nous sommes et en fonction de ce que nous valons par rapport à nos terroirs respectifs. Mais il se trouve malheureusement qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas pu réussir, établir un équilibre dans les moyens de communication. Aujourd'hui, celui qui détient l'information il détient aussi, si vous voulez, l'espace où s'élaborent les civilisations. Regardez un peu du côté de nos jeunes. Ces jeunes, cette génération qui est là, qui a la chance de vivre une époque de pleine liberté, où il n'y a plus le fouet du colon. Malheureusement, c'est une jeunesse qui est formatée, totalement formatée par rapport aux nouvelles technologies et qui crée d'ailleurs toute une addiction à laquelle on ne fait pas attention. Regardez nos jeunes aujourd'hui, ils sont jeunes, c'est des jeunes éduqués au Facebook alors, on n'utilise plus le numérique comme moyen. Oui. Il devient... Non, c'est des robots. Oui. Hein, c'est des robots qui reprennent maintenant quasiment en cœur. Bon, d'un côté, ils n'ont pas tort. C'est le seul espace qu'on leur a offert. Nous, on ne l'aviait peut-être pas hier, mais eux, ils ont cet espace. Malheureusement, c'est un espace de subordination. C'est-à-dire que ces moyens d'information d'aujourd'hui nous viennent de l'étranger et nous imposent des habitudes que nous n'avions pas. C'est surtout le contenu. Oui, et le contenu surtout. Ouais. Et comme il n'y a pas d'alternative en termes de contenu, nos jeunes sont obligés de consommer, d'absorber absolument tout ce qui vient de ce moule-là. Alors, la conséquence, c'est que, sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la grammaire, et même au niveau d'éthique dans la société, regardez comment nous marchons dans la rue. Il est très rare de voir quelqu'un qui marche droit sur une rue s'il n'a pas son téléphone, même sur la rue, en train de chercher des trucs sur les messageries, Facebook et tout. Aujourd'hui, tous ces espaces, les réseaux sociaux oui. Où il y a à boire et à manger. L'éducation est en train de foutre le camp. Nous sommes en train de perdre un petit peu, si vous voulez, la maîtrise, la gestion du temps de nos propres enfants à la maison. Alors, vous voulez dire que dans nos écoles, on n'apprend pas à valoriser les cultures africaines? Écoutez, aujourd'hui, l'ensemble de nos écoles pratiquent les langues d'importation. Nous avons un contenu
dans beaucoup d'écoles, mais évidemment, il y a quand même des exceptions parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train d'africaniser le contenu des programmes d'enseignement, mais il y a certains qui sont restés carrément attachés aux programmes tels qu'on les avait hérités de la colonisation. Ok, nous allons y revenir tout à l'heure, mais là, je voudrais encore rester dans le sillage des colonisateurs et dire que ceux-là ont pillé l'Afrique. Ils ne sont pas partis seulement avec les richesses matérielles, ils sont partis aussi avec des richesses aujourd'hui qu'on met dans le domaine de l'immatériel, c'est-à-dire le patrimoine culturel africain. Et ça tombe bien, c'est une thématique qui est tout à fait dans l'air du temps. Il y a quelques jours, ici à Libreville, nous venions d'assister à une manifestation très, très, très révélatrice. C'était le retour d'un certain nombre d'objets d'art du Gabon qui viennent de retrouver la terre matricielle il y a quelques 4 jours. Mais parmi ces œuvres, une des œuvres, je crois que c'est un reliquaire Kota, date de la fin du 19e siècle. Alors, ces œuvres sont parties d'ici dans des conditions très difficiles à élucider aujourd'hui, mais on sait que c'est parti, ça fait partie de la prédation d'hier, parmi tant d'autres. Hein. Là, on vient d'avoir un échantillon. Alors, ça, c'est à mettre à l'actif de la colonisation. En quoi c'était important pour le colonisateur de partir avec ces objets? Non, ce qui est arrivé, on est parti sur un quiproquo, un malentendu, ou peut-être c'était un malentendu voulu. Quand le missionnaire européen arrive ici, il apporte sa religion, qui est une religion qui véhicule un message de rédemption unique. C'est-à-dire, c'est par là qu'il faut passer pour accéder au ciel. Alors, mais il se trouve qu'en arrivant ici, il trouve qu'il y avait des formes de religion qui se pratiquaient ici, mais puisque le missionnaire était le détenteur exclusif de la seule religion valide, son but, ou si vous voulez, il s'est donné comme mission d'effacer celle qu'il trouve sur place. Or, il se trouve que parmi les supports de ritualisation ou de la liturgie dans nos religions traditionnelles, on utilisait des statuettes et un certain nombre d'autres objets qui nous servaient effectivement d'objets médias dans la liturgie, autant qu'aujourd'hui nous nous servons des figurines dans nos églises catholiques d'aujourd'hui, hein, parce qu'on est dans la même fonction. C'est une fonction de médiation pour l'accès au sacré, au divin. Donc, notre accès au divin était diabolique, simplement parce que hérité de l'obscurantisme africain. Entre griffes, selon Donc, il faut débarrasser nos féticheurs d'autrefois de ces objets maléfiques. C'est pas bon, c'est le diable, ça va vous amener en enfer. Alors, on s'en est débarrassé d'une manière un peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on rassemble tout ça, on va les parquer quelque part, on ne les a pas détruits. Au contraire, nous sommes surpris d'apprendre que ça avait pris des bateaux, non pas la cale d'un bateau, comme l'ont été nos ancêtres à une certaine époque pendant 4 siècles, eux qui étaient dans les cales, mais plutôt dans les cabines. Avec beaucoup de délicatesse. Avec beaucoup de délicatesse, bien emballé, et ça se retrouve du jour au lendemain à Paris, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis, etc. Dans les grands musées. Et dans les grands musées. Et ces mêmes œuvres qui étaient chargées, connotées, chargées diaboliquement, aujourd'hui, ce sont les vedettes dans tous ces musées. Alors, ce transfert de ces œuvres-là a provoqué sur place un affaiblissement. Il y a eu un appauvrissement spirituel d'abord, ouais. Puisque entre-temps, ils ont quand même, que vous le vouliez ou pas, on a baptisé des millions et des millions de gens, et on a réussi à les convaincre que les esprits qu'ils... Aujourd'hui, vous vous appelez Antoine, moi je m'appelle Georges. Mais justement, et que votre nom, là, des ancêtres, est lié à des esprits maléfiques, etc., et tout ça. Donc on a des générations et des générations qui ont été formatées à l'école occidentale et qui aujourd'hui pensent, réfléchissent et se projettent dans le futur, dans le schème mental de l'autre. Et ça a été la grande réussite de la colonisation. Il est difficile de se développer dans ces conditions. Très, très difficile. Ouais. Et d'ailleurs, l'exemple que nous donnent aujourd'hui les Asiatiques,
et tous les autres, même les Chinois, les Coréens, Chinois et les autres, vous voyez. Les Japonais. Les Japonais et tous les autres, qui, eux, n'ont pas subi ces choses-là. Et quand bien même qu'ils l'ont subi, dans une certaine mesure, à la suite des conflits, les guerres mondiales, etc., mais ils ne se sont jamais détachés de leurs racines, de leur univers culturel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un Chinois, il réfléchit en chinois. Il fait tous ses calculs en chinois. Toutes ses conceptions sont faites en chinois, ce qui fait qu'il n'a pas les mêmes problèmes que nous, qui devons réfléchir parfois 2 ou 3 fois avant d'accéder à des concepts. Parce que par moments, on réfléchit dans nos langues maternelles, et puis il faut conceptualiser tout ça dans la langue de travail, et puis il faut maintenant accéder à la connaissance que nous fournit cette langue dans les domaines... ça fait parfois très complexe. Oui, c'est très complexe, etc. Et ça nous a mis beaucoup en retard. Vous voyez, autour de nous, tous ceux qui conçoivent leurs choses dans les langues natives, ils ont accédé tout de suite à la classe d'émergence avant tout le monde. Regardez les 5 membres émergents, là, excepté l'Afrique du Sud, qui y accèdent parce qu'au sein de la population sud-africaine, on a quand même des Blancs qui sont là, qui, eux, ont quand même amené des modèles de gestion à la fois politique, économique, qui sont totalement calqués sur ceux de l'Occident. Alors, est-ce que la perte de ce patrimoine a été évaluée? Difficile de l'évaluer. Très difficile de l'évaluer parce que d'abord, c'est un acte de prédation. Dans un acte de prédation, le prédateur ne fait jamais de comptabilité. D'abord, il n'a pas le temps pour ça. Mais simplement, une œuvre, on sait la retrouver à partir de ces critères esthétiques. Heureusement qu'eux-mêmes, puisqu'ils ont quand même réussi, après la prédation, après avoir transporté les œuvres de l'autre côté, à les identifier par rapport à leur terroir d'origine, ils ont quand même simplifié la chose quelque part. Parce que les œuvres qui sont dans les musées à l'extérieur sont des œuvres anonymes. Ils ne bénéficient d'aucun droit d'auteur. Et du reste, c'est tout à fait normal. Ces œuvres ont été conçues dans un contexte de collégialité spirituelle. En Afrique, une œuvre, qu'elle soit chorégraphique, musicale ou plastique, elle appartient à la communauté. Et c'est pour ça que ces œuvres ne s'appellent pas, comme on le dirait en Occident, ça c'est un tableau de Picasso, ça c'est un Rembrandt, ça c'est... Non, nous on vous dira, ça c'est le masque Pounou, ça c'est la reliquaire Kota, ça c'est Chokwe, etc. C'est-à-dire que nous l'identifions par la communauté qui s'identifie à travers cette œuvre-là. Et ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'il est plus facile peut-être, pas facilement absolu. Pourquoi? Parce que Berlin est quand même passé là. Quand on vous dit, par exemple, ça c'est un masque Téké, mais le Téké aujourd'hui, il est où? Il est entre RDC, entre Congo-Brazzaville et Gabon. Donc, ce masque Téké appartient aux 3 à la fois. À 3 pays. À 3 pays à la fois, qui étaient un au début, il y a quelques années. Mais c'est déjà quelque chose que maintenant, à partir du discours du président Emmanuel Macron, il y a quelques mois, ici en terre africaine, il y a un certain espoir de revoir ces œuvres, peut-être réintégrer de manière progressive, tout à fait progressive, leur terroir d'origine. Et encore il faille que maintenant nous-mêmes, notre génération d'aujourd'hui, soit prêts à les accueillir et les réinsérer dans notre circuit social. Mais justement, avant, si on n'a pas pu faire l'inventaire de ce qu'on a perdu, comment est-ce qu'on peut le réclamer? Comment on peut réclamer cette restitution? Bon, elle ne va jamais être complète? Oui, ça ne sera jamais complet parce que certaines œuvres sont parties à une époque où nos États n'existaient même pas. C'est-à-dire qu'entre Berlin et les années 60, qui sont les années de nos indépendances, certains États n'existaient pas. Même avant Berlin.
Donc les navigateurs qui venaient ici ramassaient des œuvres dans les villages, ils les amenaient, personne ne les a revendiquées. Donc, Une œuvre peut avoir été prise sur la côte de Guinée et puis on la retrouve aujourd'hui dans le muséum d'Amsterdam ou ou des de fois Londres. dans les domiciles. Ou dans les collections privées. Ouais. Et donc, mais qui en est le propriétaire, il est très très difficile d'établir. Par contre, sous nos yeux, on a quand même assisté à des départs massifs des œuvres. Là, je pense qu'il y a moyen d'organiser. La législation a organisé une partie de ces questions. Malheureusement, c'est toujours un peu en faveur des pays où ces œuvres ont été déposées. Je sais, par exemple, que dans le dispositif du droit positif français, il existe une théorie qu'on appelle la théorie de l'usucapion trentenaire, qui est en fait une théorie qui rétablit l'amoralité sur la moralité. Ah ouais. C'est-à-dire que une œuvre issue d'un vol, au bout de 30 ans, si personne n'est passé la réclamer, elle appartient d'office à la personne, à son acquéreur. OK. Voilà. Alors, il faut dire que de plus en plus, les Africains demandent que cette restitution se fasse. Il y a un président, le président de la France, dont vous avez parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui a l'air d'être sensible à ces questions. Et il se trouve qu'il y a quelque temps, ici au Gabon, eh bien, l'on a procédé lors d'une cérémonie à la restitution de 4 objets d'art très importants. Et nous vous proposons de regarder ce reportage. Le ministre d'État en charge de la culture gabonaise, Alain-Claude Bilibinze, a reçu ses œuvres qualifiées d'inestimables des mains du conservateur français Pierre-Paul-Antoine Enrouche. Il me paraît important de souligner que le ministère en charge de la culture s'est engagé dans la révision de son environnement législatif et réglementaire, avec notamment une loi sur le statut de l'artiste, une nouvelle loi sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel, sous toutes ses formes, qui vise à préserver le patrimoine culturel matériel, immatériel, documentaire, subaquatique. Cette cérémonie de restitution vient renforcer les efforts du Gabon à reprendre en main sa stratégie culturelle. Cette stratégie que nous portons avec le soutien de nos partenaires, l'UNESCO, le CICIBA, implique l'adoption d'un plan de formation des personnels d'une part, la construction de nouveaux musées et la rénovation des structures existantes d'autre part. Dans ce même sillage, le réseau Bantouphonie, Langue en danger, savoir endogène et biodiversité et le Centre international de civilisation Bantou Sisiba ont signé une convention devant leur permettre de mieux veiller sur la culture bantou. Alors, professeur Manda, on peut dire que cette restitution réclamée depuis des décennies a commencé. Elle a commencé et là c'est du concret. On n'est plus dans l'ordre de l'incantation. Les œuvres sont bel et bien à Libreville. Elles ont été livrées entre les mains du ministre d'État Alain-Claude Bilibinze. Et c'est vraiment tout à son honneur et aussi à l'honneur du professeur Daouda Mugiama Daouda Patrick, qui est le coordonnateur international du réseau UNITUIN et de la chaire UNESCO de la Bantouphonie, qui est allé à Paris et qui a, depuis quelques mois déjà, puisque nous avons travaillé ensemble sur ce dossier, le CICIBA, lui, le ministère de la Culture, pour convaincre les personnes qui détenaient ces œuvres de les ramener ici. Et donc ça s'est fait dans des conditions tout à fait conviviales, parce que ces œuvres, il faut le dire, ont été conservées dans une banque en France. Ah oui. Depuis de très nombreuses années. Elles étaient récupérées sur un marché où elles étaient soumises à une vente publique. Et heureusement que le président le président Omar Bongo Ondimba était informé, et c'est lui qui a récupéré ces œuvres. Il les a fait conserver dans cette banque. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à ce geste salvateur, on a les premières œuvres qui étaient parties sous la prédation et qui reviennent aujourd'hui officiellement dans la dynamique de ce discours du président. Donc le processus est bien déclenché. Il est bien déclenché, c'est un premier lot, mais on espère en avoir d'autres
aussi nombreux, peut-être plus nombreux que ça. Alors, est-ce que les pays africains ont ce qu'il faut comme réceptacle pour recevoir et conserver ces œuvres? C'est une des conditions qui est posée par le président Macron, qui est tout à fait d'accord. Hein. Je crois que son initiative a été saluée un petit peu partout. D'ailleurs, cette initiative est en train de poser une première jurisprudence en cette matière, parce que jusque-là, on a entendu quelques balbutiements des collectionneurs privés ou même un peu officiels, mais sans aller plus loin. Mais là, on a un langage qui a le mérite d'être très, très clair. Donc, l'Europe est disposée à restituer ce qui est restituable, puisqu'on est toujours soumis à la problématique de l'identification dont on a parlé tout à l'heure. Mais alors, à condition que ces œuvres, quand même, qui ont été conservées dans des conditions professionnelles, idéales, puissent trouver les mêmes critères de conservation ici. Et ça, c'est toute la question. Mais je sais que pour le Gabon, le problème ne se pose pas, dans la mesure où le Gabon, aujourd'hui, et d'ailleurs, est dans une phase de réorganisation de son espace muséal. Là, nous venions de visiter le nouvel espace qui est en train d'être réaménagé pour accueillir le nouveau musée, un des musées du Gabon, et donc qui travaille dans des conditions tout à fait professionnelles. Je pense que là, à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Mais puisqu'il s'agit d'une restitution à l'échelle du continent, est-ce que les autres pays sont équipés pour? Ça, c'est toute la question. Et de nos propres œuvres déjà, nos propres œuvres que nous conservons depuis un moment, qu'est-ce qu'on en a fait? Grande question. Ça, c'est aussi une question, etc. Donc, il faut trouver un équilibre entre cette volonté et ce besoin de pouvoir rentrer en possession d'un dû légal et légitime, et aussi la possibilité de pouvoir le gérer maintenant dans les conditions optimales. Et ça serait une sorte de réhabilitation de notre patrimoine culturel. Non seulement réhabilitation du patrimoine, mais aussi réhabilitation de la mémoire. Parce que ces objets-là ont un rapport avec notre mémoire ancestrale, le rapport à nos esprits, le rapport à la puissance de nos communautés traditionnelles. Et donc, il y a tout ça qu'il faut réorganiser, parce que il faut dire que elles vont être gérées par une nouvelle génération qui n'est pas constituée que des scientifiques qui gèrent les musées. Mais il va falloir aussi que nous puissions inculquer les goûts à la question muséale à notre jeunesse qui fréquente très très peu nos musées. Alors justement, est-ce que on peut dire que le projet CICIBA, c'est-à-dire le Centre international des civilisations bantoues, entre dans ce cadre-là? Vous en êtes le directeur général. Justement, le CICIBA, qui est cette institution internationale créée par le génie de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, de très heureuse mémoire, est une des réponses justement à cette problématique. Bien entendu, le CICIBA est un foyer de recherche de niveau international, c'est-à-dire un centre de recherche international, et aussi un lieu où tous les Bantous viennent célébrer leur identité commune, leur ascendance commune aussi, parce que nous nous disons venus de la Benoué, la vallée de la Benoué, qui est notre foyer d'essaimage originel. Et cela remonte à plus de 4-5 000 ans. Mais nous sommes aussi un lieu qui doit assurer la promotion et aussi gérer toutes nos mémoires. Et une partie de nos mémoires est justement dans ces objets-là. Le CICIBA a dans ses missions la gestion d'un musée. Il y a tout un département qui s'occupe de l'archéologie, la préhistoire, l'histoire et le musée. Et dans ce contexte précisément, nous avons vocation à travailler en synergie avec des institutions partenaires qui partagent avec nous le même champ d'activité. Je pense ici au musée du Gabon et à tous les musées de l'espace bantou. Je pense aussi aux universités partenaires, parce que certaines universités travaillent justement dans ce domaine précisément. Donc, nous avons d'un côté une mission aussi d'appui à la récupération de ces objets, d'appui à la formation aux activités muséales, et aussi d'appui à la formation de nos populations
dans le développement de leur goût pour ces choses du passé, pour lesquelles on a comme l'impression qu'on leur a appris à s'en méfier, plutôt qu'à les approcher pour pouvoir mieux les connaître, de manière à accéder à ce savoir millénaire qui est caché dans ces objets et pour lesquels hier on passait forcément par l'initiation. Nous savons combien la colonisation a tout fait pour nous détourner des voies initiatiques qui ont été assimilées à des opérations diaboliques, on en parlait tout à l'heure, pour instaurer plutôt d'autres formes d'initiation. Et donc, nous, en tant que Sisiba, nous sommes très heureux et d'abord, très heureux du fait que le Gabon ait pu recevoir ces premiers objets. Et aussi, nous sommes heureux de voir que le Gabon a pris le devant. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une mission du président Macron qui est en train de sillonner certains pays d'Afrique dans ce cadre, justement, le jour même où on remettait les objets du Gabon ici à Libreville, à Douala. La mission des experts commis par le président Macron était en contact avec les autorités de ce pays, les chefs traditionnels, les autorités politiques, justement pour aller les sensibiliser par rapport à cette opération qui est en train de se mettre en place. Donc c'est dire que le Gabon est en position de pointe en ce moment et il est même allé très très vite parce que là on est passé de l'incantation. Dans toute la situation, il faut une locomotive. Il faut une locomotive, donc les choses vont très très bien. Bon, maintenant il est question que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer de réfléchir. Alors quand vous dites ensemble, combien de pays sont concernés? C'est l'ensemble de tous les pays qui ont été spoliés. Moi, je pense que toute l'Afrique a été victime. Moi, je revenais au Bantou, à la Non, enfin, nous, en tant que Bantou, effectivement, nous sommes déjà, en tant que Bantou, nous représentons à peu près le 2/3 de l'Afrique. Ça part d'où Ça part du sud du Nigeria jusqu'à Cape Town. Jusqu'en Afrique du Sud. Jusqu'en Afrique du Sud. Toute cette partie que vous voyez là, c'est... Cameroun, tout Gabon, ça, Guinée équatoriale. c'est au moins 23 pays. 23 pays qui sont, rien que dans l'espace Bantou, vous avez ces 23 pays. Bon, alors c'est quoi la spécificité du Bantou, j'allais dire? Écoutez, c'est la langue. Ah oui. C'est la langue. Mais quand on prend juste le Gabon, une quarantaine d'ethnies, des fois des gens qui ne se comprennent pas forcément. Ce sont les langues bantou. Okay. En fait, nous sommes partis de ce que nous appelons la protolocution bantou, le proto-bantou ou our-bantou, dont l'origine se situe dans la partie qui est à cheval entre la région de Grassfield du Cameroun et la partie nigériane qu'on appelle la Benue. Il y a la province de la Benue qui est dans le sud. Donc c'est là que nos historiens, nos linguistes, ethnolinguistes, parce que le bantou est d'origine linguistique d'abord. C'est par la langue que nous déterminons l'appartenance à cette communauté, autant que la francophonie aujourd'hui se détermine par rapport au partage et l'usage de la langue française. Bien entendu, il est impossible de parler d'une langue en la dissociant de l'homme qui parle la langue. Donc, ça veut dire que la bantou est un concept, la bantouphonie, c'est un concept absolu qui détermine à la fois et la langue et le porteur de cette langue et aussi les civilisations qu'il a générées. Donc c'est un tout à partir duquel nous travaillons sur 14 disciplines scientifiques, justement pour déterminer le contour de cet espace de destin. Et donc nous disons que nous déjà, avec ces 23 pays, si nous nous mettons en relation avec les autres espaces non bantous, on est un espace assez important et fort pour pouvoir revendiquer de manière audible la restitution de ces œuvres. Alors, ce que vous dites est tellement important. Alors, pourquoi les choses, j'allais dire, traînent tant au niveau du Sisiba? Pourquoi tous les pays n'arrivent pas à, j'allais dire, à se rendre compte que c'est primordial, c'est important, c'est même crucial?
Oui, c'est une très bonne question, mais ceci nous ramène justement à rappeler très brièvement d'où nous venons. Le CICIBA est créé le 8 janvier. Le CICIBA est une institution qui aujourd'hui, cette année, célèbre ses 35 ans d'existence. Création à l'initiative du président Omar Bongo Ondimba le 8 janvier 1983, avec autour de lui ses pairs à lui de 23 pays africains dont je parle. Sauf peut-être, et c'est peut-être là le bémol 1, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas signé l'acte fondateur du CICIBA. N'était pas encore... à cette époque. était sous l'emprise de l'apartheid. Oui, c'est une des raisons, mais elle aurait dû le faire après, hein, après s'être libérée de l'apartheid. Mais la raison fondamentale, c'est que le concept bantou passe très mal dans ce pays parce que les gens qui ont institué l'apartheid en Afrique du Sud l'ont érigé en termes de réserve, les Bantoustans. Donc c'est un lieu de péjoration, c'est là où on va parquer tous les Noirs. Il y a une connotation négative. Oui, négative. Tous les Noirs sont parqués là-dedans, dans leur pauvreté, dans leur précarité, etc. Et aujourd'hui, quand vous amenez ce mot, il a encore cette résonance à leurs oreilles. Donc il y a tout un travail de lobbying, de conscientisation qui devrait être fait. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais pourquoi les autres? Bon, écoutez, le CICIBA aujourd'hui fonctionne avec 11 États, de manière très officielle, 11 États, sur les 23 qui ont signé l'acte fondateur. C'est déjà très important. Oui, pourquoi? Les autres ne se sont pas retirés. Ils sont membres du CICIBA. Mais simplement, il existe ce qu'on appelle des procédures de ratification. Vous savez que c'est une structure internationale où il faut, à un certain stade, peut-être céder une partie de sa souveraineté, ne fût-ce qu'une petite parcelle quelque part. Pour ça, on a besoin de l'avis des assemblées nationales, des sénats ou des parlements. Ça dépend des formes de représentativité des peuples. Les 11 États ont ratifié et déposé leurs instruments auprès du pays dépositaire qui est le Gabon. Les autres, bon, vous savez, ça traîne. Il va falloir faire encore de la sensibilisation. Et il faut encore de la sensibilisation. D'ailleurs, on n'est pas le seul dans le domaine. Vous savez que déjà rien qu'au niveau de l'Union africaine, jusqu'aujourd'hui de la charte de la Renaissance... il y a beaucoup d'exemples de ce type. Oui, de ce type. En début d'année, on a vu que l'Union africaine a lancé ce qu'on appelle la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, c'est au niveau économique. Bon, tout ça, ça met du temps à prendre forme, mais bon, on espère que ça va finir par se faire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en plus du CICIBA, les grands événements qui sont organisés ici et là vont contribuer justement à remettre en place la culture africaine, notamment tout à l'heure en début d'émission, on a parlé du Massa, le marché des arts et du spectacle aujourd'hui d'Abidjan. Ouais. Il y a aussi le festival au Congo, le festival des musiques au Congo. Voilà. Est-ce que tous ces événements-là vont contribuer justement à revaloriser, j'allais dire, la culture africaine, ou bien c'est juste des célébrations? Non, mais ce sont des événements emblématiques. Déjà, de par leur longévité, la plupart de ces événements que vous citez existent depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est dire que depuis plus d'une vingtaine d'années, ils contribuent à la valorisation de nos cultures selon les spécificités de chaque événement. Le FESPAM, Festival panafricain de musique de Brazzaville, s'occupe essentiellement de la promotion de musique. Évidemment, c'est un événement qui a été créé par l'Union africaine pour valoriser les musiques traditionnelles d'Afrique et les musiques modernes. Donc le FESPAM a réussi à s'implanter aujourd'hui à Brazzaville et depuis, à travers plusieurs éditions, assure cette charge-là avec bonheur. Le Massa d'Abidjan aujourd'hui, qui était le marché des arts du spectacle africain hier, qui est une création collective de l'ensemble des pays de la francophonie, du Nord et du Sud, et aussi un événement assez particulier, en ce sens que par rapport au FESPAM, le Massa est un marché. Et en Afrique, c'est, je pense, le seul marché dans ce créneau-là qui a pu faire ses preuves et qui a été créé, d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, un peu à l'image du Mars International en France ou du CINAR à Montréal, etc., qui est un peu le pendant de tous ces marchés, mais sur le continent africain. Le Massa a accueilli énormément de diffuseurs des arts du spectacle, énormément d'artistes à travers
là, c'est le 25e anniversaire que nous venions de célébrer à Abidjan. Et donc, il a fait ses preuves. Le FESPACO, pareil, en termes de cinéma. Et je pense que c'est, une des vitrines les plus importantes. Bien sûr, il y a Écran Noir au Cameroun, mais le FESPACO est quand même un peu l'événement aîné qui, aujourd'hui, constitue la vitrine de la création cinématographique africaine. Et je pense que c'est tout à l'honneur aux politiques africaines de pouvoir continuer à soutenir ces événements parce que ils ont le mérite d'être des éléments fédérateurs. Là où les politiques parfois n'arrivent pas à réunir les gens, mais ce sont ces événements justement qui arrivent à mettre les gens ensemble. En faisant fi de leurs appartenances ou de leur foi ou manifestations idéologiques, politiques ou autres. Une bonne culture, c'est celle qui repose sur un ancrage qui est plus proche des communautés qui la portent. Il est un fait aujourd'hui que nous sommes arrivés à ce que Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais je souhaiterais qu'au cours de ce rendez-vous qui a déjà lieu en ce moment, que nous ne soyons pas uniquement en position de récepteurs, ceux qui reçoivent, pour ne rien donner en échange. L'Afrique a des valeurs millénaires, des valeurs originales, inédites, à partager avec les autres, mais il ne nous revient qu'à nous de savoir d'abord les valoriser à notre échelle personnelle, de savoir les raffermir dans nos mentalités, dans notre jeunesse. J'insiste sur la jeunesse parce que la culture est d'hier, elle est d'aujourd'hui. Ceux qui ont fabriqué notre culture d'hier sont peut-être partis, mais ils nous ont légué un fardeau qui est très important, que nous n'avons pas le droit de perdre. Donc notre développement à nous demain dépend de ce que nous aurons fait de notre culture d'aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Je crois que les choses ont été dites et bien dites et nous vous sommes grés de nous avoir fait part d'un certain nombre de connaissances. En tout cas, vous êtes, il faut le rappeler, professeur Manda, le directeur général du CICIBA. Le CICIBA, c'est le Centre international des civilisations bantoues, installé ici même à Libreville, au Gabon. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très bientôt sur un autre numéro de cette émission que vous appréciez, le Talk. Au revoir.